À la frontière États-Unis-Mexique, le soulagement était palpable. À l'issue de plusieurs jours de négociations ardues, Washington et Mexico ont arraché un accord sur l'immigration, comme souhaité par Donald Trump, qui avait une nouvelle fois agité son arme favorite pour parvenir à ses fins, les droits de douane. Le président mexicain s'est également félicité de l'accord conclu avec Washington. Nous réaffirmons notre engagement à éviter que les migrants traversent le territoire national pour atteindre les États-Unis. Mais nous ne le ferons jamais si cela viole les droits de l'homme des personnes en transit. À la fin de la journée, nous ne pouvons pas dire que nous l'emportons sur tous les points que le Mexique souhaitait. Ce ne serait pas honnête. Mais nous avons obtenu des choses. Nous avons obtenu le plus important. Lundi, il n'y aura pas de nouveaux tarifs. Politiquement, l'accord était toutefois critiqué des deux côtés de la frontière par les oppositions et les ONG. Car pour elles, dans cet accord, les migrants servent de monnaie de change. Le phénomène migratoire est criminalisé. La déclaration commune des deux pays mentionne des mesures sans précédent. Hong Kong, tout noir de monde. Dans une chaleur étouffante, les militants ont défilé dans les rues étroites de l'île principale, formant un cortège bruyant et brandissant des pancartes rouges, pas d'extradition. Ils sont préoccupés, citoyens lambda, acteurs politiques, acteurs de la société civile, religieux, tous inquiets du projet des autorités hongkongaises pro-Pékin devant favoriser des extraditions vers la Chine continentale. Ce beau monde craint un projet contre nature et hostile aux voix critiques. Le gouvernement s'en défend. L'exécutif de la région semi-autonome affirme que cette loi doit combler un vide juridique et qu'elle est nécessaire notamment pour permettre l'extradition vers Taïwan d'un Hongkongais recherché pour meurtre. Mais ces détracteurs affirment que ce dossier de meurtre n'est qu'un prétexte pour satisfaire Pékin. La suspicion envers la Chine est en effet renforcée par une série de disparitions de personnalités critiques envers le pouvoir chinois, dont un groupe d'éditeurs dissidents et un milliardaire qui sont ensuite réapparus en détention sur le continent. En vertu de l'accord de rétrocession conclu entre Londres et Pékin, Hong Kong jouit jusqu'en 2047 d'une semi-autonomie et de liberté qui n'existent pas en Chine continentale. Ancien petit commerçant, Maedine Takut, 56 ans, a fait fortune en constituant une flotte de bus et en obtenant des marchés publics dans le secteur du transport universitaire et urbain. Il a été écroué en compagnie de 3 membres de sa famille, dirigeants du groupe Takut. Le groupe possède aussi l'un des plus importants réseaux de concessionnaires automobiles en Algérie, Sima Motors, qui distribue notamment les marques Hyundai, Opel, Chevrolet, Suzuki, Fiat, Jeep et Alfa Romeo. Depuis 2016, la Takut Manufacturing Company, autre filiale, assemble plusieurs modèles de Hyundai dans son usine de Tiare, à 200 km au sud-ouest d'Alger. Takut a également racheté en 2015 la chaîne de télévision Nomedia TV. Maedine Takut, son fils et 2 de ses frères ont été incarcérés ce lundi. On lui reproche des faits de corruption et de blanchiment d'argent, a déclaré son avocat, Maître Khaled Bourayou. Les chefs d'accusation regroupent un condensé du code pénal et des lois anticorruption. S'est insurgé l'avocat avant d'ajouter « On a puni 14 600 travailleurs, décapité toute une famille et tout un groupe ». Takut et ses proches étaient entendus depuis dimanche par la justice à Alger, en compagnie notamment de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia, de cadres de l'Office national des œuvres universitaires, des ministères des Transports et de l'Industrie et de l'Agence nationale de développement de l'investissement. Il est accusé d'avoir obtenu des privilèges inclus de la part de ses administrations. Pour rappel, plusieurs richissimes et puissants hommes d'affaires algériens ont été placés en détention provisoire depuis la démission le 2 avril du président Bouteflika sous la pression d'un mouvement de contestation inédit. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté ce lundi à l'unanimité le renouvellement pour 1 an de l'embargo sur les armes en Libye. Les Nations Unies déplorent l'arrivée d'armements dans le pays depuis 2 mois. Membres non permanents, l'Afrique du Sud et la Belgique ont déploré que des armes continuent d'arriver en Libye par voie maritime et terrestre. Plusieurs pays se sont toutefois félicités
de l'opération militaire européenne Sophia de lutte contre les trafics d'armes et de pétrole en Libye, prolongée de 12 mois. Lancée en 2015 à l'origine pour lutter contre les réseaux de passeurs, le mandat de l'opération militaire européenne avait été prolongé fin mars par l'Union européenne de 6 mois jusqu'au 30 septembre 2019, mais avec une suspension temporaire du déploiement des moyens navals de l'opération en raison du refus de l'Italie qui commande Sofia de laisser débarquer dans ses ports les migrants recueillis en mer. Depuis le lancement début avril d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de Tripoli, plusieurs arrivées d'armes ont été signalées, entre autres du matériel de fabrication turque et jordanienne au profit des forces loyales au gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Dans un rapport récent, le comité des experts de l'ONU chargé de contrôler l'embargo sur les armes pour la Libye a indiqué pour sa part enquêter sur l'implication possible des Émirats arabes unis dans le lancement en avril de missiles sur des unités fidèles à Tripoli. Immédiatement après le sommet de Singapour, on a assisté à un raz-de-marée d'attentes totalement irréaliste et presque comique, car il a été officiellement annoncé que les Nord-Coréens allaient rendre leurs armes nucléaires. Tous ceux ayant un minimum de connaissances sur la situation étaient parfaitement conscients que cela ne se produirait pas. S'il n'y a aucun accord, si on n'obtient aucun progrès tangible d'ici le début de l'année prochaine, on assistera probablement à une augmentation des provocations, des tensions de la part des Nord-Coréens. S'il y a un troisième sommet, il est possible que la Corée du Nord adopte une approche plus diplomatique, en incluant Ri Yong-ho, le ministre des Affaires étrangères. S'il y a une transition entretenant de la ligne dure et diplomate professionnel, on peut espérer que même s'ils ne sont pas complètement soft, cela déboucherait sur des discussions qui ouvriraient la voie à un résultat lors d'un troisième sommet. Malheureusement, après la rupture du sommet de Hanoï, il y a eu une pause dans les relations incohérentes. Le gouvernement sud-coréen s'efforce d'améliorer la situation, de créer des occasions de négociation et de dialogue intercoréen afin de permettre la reprise de négociations rapprochées entre les États-Unis et la Corée du Nord. Engagé dans une bataille juridique contre la Fédération internationale et son règlement sur les athlètes hyper-androgènes, Caster Semenya, la Sud-Africaine, a remporté ce mardi le 2000 mètres du meeting de Montreuil. La double championne olympique du 800 mètres continue de faire fi du combat qu'elle a engagé avec les responsables de l'athlétisme mondial et a encore envoyé un message sans ambiguïté. Sa lutte se poursuit aussi bien en dehors que sur la piste. Je peux courir tout ce que je veux. Ça peut être le 100 mètres, le 200 mètres, le saut en longueur. Je suis une athlète douée. Je ne me fais pas de soucis. Même si je dois me retirer du 800 mètres, ça n'a plus d'importance. J'ai gagné tout ce que je voulais. Alors, si je devais changer de discipline, pourquoi pas? Je ne suis pas une idiote. Pourquoi je prendrais des médicaments? Je suis une vraie athlète. Je ne triche pas. Il devrait se concentrer sur le dopage plutôt que sur... Vous savez, on essaie toujours de vous provoquer. Mais j'ai toujours montré que le négatif ne m'atteignait pas. Je resterai positive, quoi qu'il arrive. En coulisses, la Sud-Africaine a gagné le 3 juin une première manche en obtenant auprès du tribunal fédéral suisse la suspension provisoire des nouvelles règles de l'IAAF qui obligent les athlètes hyperandrogènes à faire baisser leur taux de testostérone pendant 6 mois consécutifs avant de pouvoir participer à une compétition internationale de 400 mètres aux 1609 mètres. Mise au point depuis 2013 en Allemagne, la chimiothérapie intrapéritonéale pressurisée par aérosol, aussi appelée PIPAC, est une technique encore à l'essai mais prometteuse pour les victimes de certains cancers.
Contrairement à la chimiothérapie classique, le traitement n'est pas injecté dans le sang via intraveineuse, mais le patient est placé sous anesthésie générale pour lui ouvrir légèrement le ventre et diffuser le produit sous forme de spray. Le principal avantage de cette technique est qu'il n'y a pas d'effet secondaire nocif lié au passage du produit dans le sang. Son coût raisonnable, un investissement de 25 000 € pour l'injecteur, puis environ 2 000 € de matériel jetable par opération, en ferait une technique abordable. C'est un traitement de la carcinose péritonéale, qui est une atteinte du péritoine. C'est une membrane qui est située à la surface des organes qui sont dans le ventre et qui consiste à donc faire de la chimiothérapie sous forme d'un aérosol pendant une celluloscopie directement dans la cavité abdominale pour traiter les lésions au plus près et directement à leur contact. Le premier avantage, c'est d'aller traiter les lésions directement à leur contact et donc d'augmenter la concentration de chimiothérapie au niveau des lésions et donc d'espérer une meilleure efficacité. Et le deuxième avantage, c'est la faible toxicité de la chimiothérapie qui passe très peu dans le sang et qui donc entraîne peu d'effets indésirables, voire pas d'effets indésirables. Les principaux cancers qu'on peut traiter, en premier lieu, c'est le cancer de l'ovaire qui est très pourvoyeur de carcinose péritonéale et les cancers digestifs, au premier rang desquels le cancer colorectal et le cancer de l'estomac. Dès cette année, le Centre de lutte contre le cancer de Nantes prépare une étude multicentrique à laquelle participera Dijon. Les premiers résultats objectifs devraient tomber d'ici 5 ans. Nous condamnons l'afflux continu d'armes en Libye de la part d'acteurs régionaux et d'autres. Cela en contradiction flagrante avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela ravive le conflit et empire la souffrance du peuple libyen. Les chefs de la diplomatie de ces 3 pays voisins se sont à nouveau réunis à Tunis pour discuter du développement de la situation en Libye voisine. Ils ont exprimé aussi leur profonde préoccupation des flux des combattants terroristes étrangers en Libye. Depuis le lancement début avril d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de Tripoli, plusieurs arrivées d'armes ont été signalées au profit des camps rivaux, dont les forces loyales au gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale en dépit de l'embargo sur les armes décrété par l'ONU. Dans un récent rapport, le comité des experts de l'ONU chargé de contrôler cet embargo a indiqué pour sa part enquêter sur l'implication possible des Émirats arabes unis dans le lancement en avril de missiles sur des unités fidèles à Tripoli. Les troupes du maréchal Haftar sont toujours bloquées aux portes de Tripoli. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé au 9 juin, 653 personnes ont été tuées depuis le début de cette offensive sur Tripoli, dont 41 civils et 3547 blessés, parmi lesquels 126 civils. D'après l'ONU, les combats ont aussi fait 91 000 déplacés.